Une délégation émiratie du groupe Ben Bouti, conduite par son président directeur général, a été reçue par le chef de l'État. Les possibilités d'investissement au Tchad au centre des échanges. Un mémorandum a été signé sur le domaine de l'énergie, l'éducation et l'infrastructure entre le gouvernement du Tchad et la société égyptienne Middle East for Training dans le cadre du forum Tchad-Monde Arabe. Et puis le commissaire en charge du marché commun de la CEMAC, Niama Michel, est en tournée de sensibilisation dans les États membres. Il est venu rappeler l'urgence de la mise en place du comité national d'origine pour la certification des produits en vue de leur libre circulation dans l'espace CEMAC. C'est tout pour les titres. Bonsoir à toutes et à tous et bienvenue dans ce journal. Le président de la République, Idriss Déby Itno, a accordé ce matin une audience à une délégation émiratie du groupe Ben Bouti, conduite par son président directeur général Mohamed Jabali. Le chef de l'État et le PDG de la société émiratie ont évoqué au cours des discussions les possibilités d'investissement au Tchad. Nassar Nabiti. Spécialisé dans plusieurs domaines, le groupe Ben Bouti a fait son entrée au Tchad en 2017. Il projetait d'investir dans la tannerie, la maroquinerie, l'exportation de la viande, bref, la modernisation et la prise en main totale de l'abattoir frigorifique de Farsha. La lenteur administrative et les intermédiaires de tous bords n'ont pas permis à l'entreprise émiratie de s'implanter réellement au Tchad. À la faveur de la tenue en Djamena de la première édition du forum Tchad-Monde Arabe consacré à la promotion des investissements, le PDG du groupe Ben Bouti, Mohamed Al-Jabali, a porté ses doléances à l'attention du président de la République. Ce jeudi 27 juin, en présence du ministre de l'Élevage et des Productions animales et de ses proches collaborateurs, le chef de l'État Idriss Déby Itno a donné des instructions fermes devant permettre à l'entreprise de démarrer ses activités au Tchad. Interrogé au sortir de l'audience, l'investisseur émirati a renouvelé son engagement d'accompagner notre pays sur le chemin de son développement. Mohamed Al-Jabali est reparti avec le quitus du président de la République. Le Tchad est un pays riche qui mérite une attention toute particulière. Le forum Tchad-Monde Arabe ouvert hier illustre parfaitement la politique du gouvernement tchadien qui cherche des partenaires sérieux afin de renforcer son économie nationale. Amadei Abbas revient sur les potentialités du pays de Toumaï. Investir au Tchad est une marque d'assurance de rentabilité et une valeur ajoutée pour les entreprises étrangères. Au-delà de tout, le sous-sol du Tchad, pays de Toumaï, est aussi un scandale géologique des richesses à exploiter. Dans le domaine agricole, les potentialités sont énormes. La proportion importante de nos terres arables est estimée à plus de 30 millions d'hectares qui restent à mettre en valeur. Le cheptel est un record en Afrique faisant la fierté nationale. Le secteur affiche un potentiel de plus de 100 millions de têtes de bétail, toutes espèces confondues. Le Tchad est un don de Dieu, une destination sûre pour les affaires et des échanges économiques. La tenue du forum économique Tchad-Monde Arabe est à mettre à l'actif du leadership du président de la République, Idriss Déby Itno, qui a de tout temps exprimé la volonté manifeste de voir les investisseurs étrangers venir investir au Tchad. Bien évidemment, dans le langage des économistes, l'on parle de la solidification des affaires économiques et des partenariats gagnant-gagnant. Comme l'a si bien relevé le président de la République, Idriss Déby Itno, le Tchad est une opportunité de croissance où l'on peut y investir, sécuriser son investissement et le rentabiliser. Cette affirmation du chef de l'État est une garantie suprême. Elle est aussi une invite à d'autres investisseurs, qu'ils soient du monde arabe ou d'ailleurs, à venir investir au Tchad, car le pays dispose d'importantes opportunités avec un climat des affaires propice. Par cette mobilisation des partenaires du Tchad et des investisseurs venus du monde arabe, le gouvernement tchadien, sous l'impulsion du président de la République, Idriss Déby Itno, traduit dans les faits cette noble ambition de renforcer son économie. Et c'est là avec des partenaires sérieux prêts à accompagner les actions du gouvernement. Le présent forum Tchad, monde arabe, illustre en merveille la volonté des dirigeants du pays d'œuvrer
inlassablement pour le développement du Tchad en vue du bien-être de la population tchadienne. Nous en parlions hier, signature d'un mémorandum d'entente entre le gouvernement tchadien représenté par le ministre de l'économie Issa Doubraye et la société égyptienne Middle East for Training and Consulting représentée par son directeur général a lieu hier dans le cadre du forum international d'investissement. Mémorandum signé dans plusieurs domaines, notamment les infrastructures, l'eau, l'énergie et l'éducation. La cérémonie a vu la participation de quelques membres du gouvernement. Nédion Patricia Béregou. Paraphrasé entre le ministre de l'économie et de la planification du développement Issa Doubraye et le directeur général de Middle East for Training and Consultation, Mahmoud Tantawi, cette signature de ce mémorandum vise à renforcer la coopération entre la société Middle East for Training and Consultation, MEX, et les différents ministères, notamment celui de l'eau, de l'enseignement supérieur, du pétrole et des mines. Ce mémorandum fait suite à la réunion tenue le 10 juin 2019 avec les responsables de la société égyptienne et le gouvernement du Tchad. Cette offre augure d'intéressantes perspectives de partenariat public-privé, a fortiori dans le contexte actuel où nous avons besoin pour la mise en œuvre d'un certain nombre de projets inscrits dans le PND 2017-2021, en l'occurrence le développement du capital humain, d'énormes financements pour la réalisation de nos objectifs. Aussi, le gouvernement et l'entreprise en question ont-ils convenu de la signature de mémorandum pour jeter les bases de leur futur partenariat qui sera, nous l'espérons bien, bénéfique pour les deux parties. C'est ici le lieu de se féliciter de la bonne dynamique de coopération bilatérale entre le Tchad et l'Égypte. Je puis vous assurer que le gouvernement tchadien est disposé, à travers la signature de ces mémorandums, à entretenir avec la société MSTC un lien de partenariat privilégié qui devra se traduire par la conclusion de futurs contrats avec les ministères concernés. Le directeur général de la société Middle East for Training and Consultation, professeur Mahmoud Tantawi, s'est dit satisfait de ces grands pas entre son institution et le gouvernement tchadien. Pour lui, cet accord qui était un rêve est devenu une réalité. Pour joindre l'utile à l'agréable, un banquet a été offert. Une cérémonie rehaussée par la présence du ministre d'État, ministre secrétaire général à la présidence de la République, Kalzebe Païmi Debe, représentant le chef de l'État. Ce banquet a vu aussi la participation de plusieurs autorités du pays ainsi que d'autres invités du MARC. Et puis en marge du Forum international pour l'investissement au Tchad, première édition Tchad Monde Arabe, une table ronde Monde Arabe a été organisée. Les échanges ont porté sur quelle stratégie pour le renforcement de la coopération avec le monde arabe. Un thème qui a permis au panel constitué de ministres en charge de l'économie, celui de finances du ministre secrétaire général du gouvernement, d'édifier les participants sur les potentialités que regorge notre pays. Les détails dans nos prochaines éditions. Et puis le commissaire en charge du marché commun de la CEMAC, Niama Michel Etanjomina, en tournée de sensibilisation dans les États membres. Il a rencontré hier le président de la Chambre de commerce, Amira Doudouartine. Le commissaire est venu rappeler l'urgence de la mise en place du comité national d'origine pour la certification des produits en vue de leur libre circulation dans l'espace CEMAC. Reportage à Defahmat Berrahma. Dans l'espace CEMAC, il a été créé depuis 2008 un comité régional d'origine dont la vocation est de certifier les produits provenant des 6 États membres afin qu'ils puissent circuler librement. 11 ans après, à l'exception du Cameroun, aucun des États membres n'a pu mettre en place son comité national. C'est pour sensibiliser les parties prenantes sur cette urgence que le commissaire en charge du marché commun de la CEMAC, Niama Michel, a rencontré les premiers responsables de la Chambre de commerce. Accompagné des directeurs et experts, le commissaire a invité les responsables de la Chambre de commerce à s'investir pleinement pour la mise sur pied du comité national et les rendre fonctionnels, ce qui lui permettra de soumettre les dossiers à la structure régionale, laquelle donnera le label produit Afrique centrale.
nous sommes venus essentiellement pour faire en sorte que ce comité national puisse voir le jour et qu'il puisse statuer pour une première fois au fin de permettre aux produits tchadiens de commencer à circuler sur l'espace communautaire, c'est-à-dire dans l'espace des 6 États. Ce message est d'autant plus utile car nous avons une monnaie commune à sauvegarder, à consolider. Et d'autre part, nous devons faire en sorte que si le niveau des échanges est assez élevé, cela nous préserve, car ça nous permet de pouvoir conserver une bonne partie de nos devises. Très réceptif au message, le président de la Chambre de commerce a exprimé son optimisme. L'espoir est permis. Si les comités des 6 pays sont mis en place, nous pouvons espérer dans les plus brefs délais passer de 3,5 à 10% des échanges intracommunautaires dans notre espace douanier commun. Les comités nationaux doivent être mis en place avant le 31 août prochain pour permettre au comité régional de traiter les dossiers y afférents. Les travaux de l'atelier de renforcement de capacités techniques et opérationnelles de 7 États membres de la Convention de Kinshasa sont ouverts ce matin en N'Djamena. Les travaux se sont déroulés au ministère des Affaires étrangères. Le point avec Estelle Abdelkader. Les 7 États de la sous-région membres de la Convention de Kinshasa se sont donné rendez-vous à N'Djamena pour mutualiser leurs efforts dans la lutte contre des armes légères. Les acteurs de la paix et de la sécurité entendent durant les 2 jours des plans d'action nationaux pour le contrôle des armes légères et de petits calibres ainsi que leurs munitions. Occasion toute indiquée pour le directeur exécutif de l'organisation non gouvernementale Galim Ejeni de souligner l'importance du projet dans la sous-région. Ce projet vient renforcer les mécanismes de la coordination de la lutte contre la prolifération illicite des armes légères et de petits calibres dans notre sous-région et marque un tournant dans la collaboration entre les États et la société civile dans la mise en œuvre de la Convention de Kinshasa sur les AFSC. Le directeur général par intérim du ministère des Affaires étrangères, Naloum Burumdou, invite pour sa part les participants à être assidus pour une mise en œuvre effective de la dite convention. Le Tchad est le premier pays à le ratifier le 8 août 2012. La convention de Kinshasa est entrée en vigueur le 8 mars 2017 et la première conférence des parties était organisée à Yaoundé au Cameroun du 11 au 13 juin 2017. Le Tchad se félicite de l'organisation de cet atelier qui marque un pas important dans la mise en œuvre effective de la Convention de Kinshasa. Le présent atelier national de mise en œuvre de la Convention de Kinshasa est le deuxième après celui du Cameroun. Le projet vient renforcer les mécanismes de lutte contre la prolifération des armes légères dans la sous-région. Prévu de technicien commercial, le coup d'envoi est donné ce matin au lycée technique industriel de N'Djamena. Cet examen marque la fin de 3 ans d'études pratiques et théoriques dans les lycées techniques et commerciaux. Kalengavouna. Après 3 ans de formation, 386 candidats issus des lycées techniques commerciaux, industriels et des centres de formation technique et professionnelle inscrits au titre de l'année scolaire 2018-2019 dans la ville de N'Djamena sont évalués en vue de l'obtention du brevet des techniciens BT, un diplôme technique équivalent au baccalauréat qui leur permettra d'être directement sur le marché de l'emploi. Nous vous exhortons à être présents au rendez-vous de la technologie de pointe. C'est pourquoi la formation des cadres techniques reste le souci majeur des plus hautes autorités du pays et plus particulièrement son Excellence M. Idriss Déby Itno, président de la République, compte sur vous pour l'émergence à l'horizon 2030 du Tchad que nous voulons. Lançant les premières épreuves de cet examen de sortie, le maire de la commune du 3e arrondissement, Idriss Sami Michaud, représentant le délégué général du gouvernement auprès de la commune de N'Djamena, relève que le pays mise sur la jeunesse pour assurer la relève. Ça c'est votre avenir. Nous c'est fini. Demain après-demain. Mais c'est vous maintenant, l'avenir du Tchad. Courage. Il est à noter que les candidats à cet examen sont répartis dans 9 filières techniques et commerciales.
Brevet d'études fondamentales BEF a débuté le lundi dernier. Les épreuves écrites se poursuivent normalement. Hier, une de nos équipes a fait le tour de quelques centres d'examen pour faire un constat. Constat signé Kalengavna. Tel que souhaité par les autorités en charge d'une éducation nationale, les épreuves du brevet d'études fondamentales se déroulent normalement. Au CG de la Concorde, les élèves composent en toute sérénité sous la vigilance des surveillants et des responsables du centre. Ici, 502 candidats composent les épreuves écrites, dont 26 déficients auditifs. Pendant que les élèves sont en salle en train de composer, les correcteurs, eux, corrigent automatiquement les copies. On a commencé tôt le matin, comme c'est prévu dans sur le calendrier. Depuis le début jusqu'à présent, on n'a pas rencontré des... C'est le même constat au collège Roi Faisal où 216 candidats sont soumis à cet examen. Les élèves sont bien concentrés et attentifs aux orientations des enseignants. Pour la première fois, les détenus de la maison d'arrêt d'Amsinini ont aussi cette possibilité de composer dans ces milieux carcérales. Une cinquantaine de détenus affrontent l'examen. C'est une volonté du gouvernement tchadien de donner la chance à cette couche de s'insérer dans la vie active une fois en liberté. J'ai trouvé des gens qui me côtoyaient plutôt et puis ils m'appelaient président, et puis voilà. Ils ont démarré les épreuves et ça a bien marché. Alors par rapport à la correction également, j'ai trouvé que voilà, ça marche également bien. Pour ces détenus, cette initiative du gouvernement est à saluer. Je remercie beaucoup parce que ce qu'ils ont fait, parce que nous sommes vraiment merveilleux. Nous sommes contents de remercier le gouvernement tchadien. Vraiment, on a le courage de chercher à apprendre. Les détenus de la maison d'arrêt d'Amsinini se disent fiers de cette marque de considération et souhaitent continuer les études même étant en prison. En vue d'évaluer le niveau de ces étudiants, l'Université polytechnique, la francophonie de N'Djamena a organisé pour le compte de l'année académique 2018-2019 la session du second semestre. La cérémonie du lancement a été présidée par le recteur de cet établissement d'enseignement supérieur, Varelach. Après 4 mois de cours au second semestre à l'Université polytechnique La Francophonie de N'Djamena, l'heure est à l'évaluation. Les étudiants de tous les niveaux des différents départements de cet établissement d'enseignement supérieur sont soumis aux épreuves écrites. Ils composent la session du second semestre pour le compte de l'année académique 2018-2019. Et pour une réussite à l'examen, le jury prodigue des conseils aux étudiants en ce terme. Il vous revient effectivement de restituer ce que vous avez compris tout au long de ce semestre. Donc nous avons effectivement mis à votre disposition des surveillants qui vont veiller au bon déroulement de cet examen. Donc nous vous demandons de les respecter. Et enfin, de ne pas surtout tricher, communiquer ou recopier ce que vous avez, n'est-ce pas, comme document sur vous. Le recteur de l'Université polytechnique La Francophonie de N'Djamena, lui, vient en appui. L'Université polytechnique de la Francophonie souhaite que cette compétition-là soit loyale, c'est-à-dire que vous soyez en mesure de restituer les connaissances qu'on vous a délivrées tout le long de ce second semestre. Les étudiants auront une semaine pour finir avec la session normale. Par contre, ceux qui seront repêchés reviendront en attrapage en septembre prochain. Du 22 au 25 juin, les professionnels de la santé se sont retrouvés pour valider les guides de référence en technique de formation et d'encadrement clinique des élèves sages-femmes. Cette initiative du projet Suède est la première au Tchad en matière de curricula de formation des élèves sages-femmes. Reportage Naïm Amat Baba. Désormais, le Tchad se voit doté des guides de référence en technique de formation et d'encadrement clinique des élèves sages-femmes. C'est là après d'intenses travaux en atelier qui auront duré 4 jours. À l'issue, des motions de remerciement et des recommandations ont été formulées par les participants. Pour l'UNFPA, partenaire technique du projet Suède, à la tête de cette initiative, le Tchad, afin de réduire le taux de mortalité maternelle et néonatale, s'est investi dans la formation des sages-femmes. C'est là afin d'atteindre les objectifs de développement durable. Le consultant d'ajouter que le document qui vient d'être validé doit être des livres de référence sur le plan didactique et pratique. Le directeur général adjoint du ministère de la Santé publique rassure de son entière collaboration pour la mise en œuvre du dit document. En effet, l'objectif de ces deux guides de référence pourrait à terme contribuer à réformer les compétences pédagogiques du corps enseignant, aussi bien dans l'enseignement théorique que pratique, ainsi que l'encadrement clinique sur le lieu de stage, dans l'optique d'améliorer la qualité des prestations dans nos services de santé.
Il est à souligner que ce document est le premier du genre en ce qui concerne les prestataires en la matière. Le ministère de la Santé publique organise depuis ce matin une formation de formateurs à l'intention de responsables des structures sanitaires publiques des différentes provinces du pays. Cette formation qui durera 3 jours vise à outiller les participants à lutter efficacement contre la méningite, la rougeole et bien d'autres maladies transmissibles et non transmissibles. Waktaros. La méningite, la rougeole et d'autres maladies transmissibles et non transmissibles occasionnent de plus en plus la mortalité au Tchad. Pour inverser la tendance, le ministère de la Santé publique forme une centaine d'agents sanitaires sur la notification et l'investigation des manifestations post-vaccinales indésirables. Les MAPI surviennent pour de multiples raisons. Elles peuvent être liées au produit vaccinal, à une erreur de vaccination, etc. La mise en place d'un système solide de surveillance des MAPI dans le pays et la formation des agents de santé sur la notification aideront les autorités à détecter, prendre en charge et minimiser les réactions dues au vaccin. Au cours des assises, les participants vont proposer des pistes de solutions pour lutter avec efficacité contre ces maladies mortelles. Ceci en vue d'offrir des soins de qualité aux patients. Une mission du cadre national de dialogue politique conduite par Mamat Allaouta s'est rendue à Mao. Objectif vérifier, désigner des membres de la CENI provinciale, départementale et sous-préfectorale. Mohamed Oumarou. L'objectif de cette mission est de mettre sur pied des démembrements des CENI provinciales et départementales du CANEM en présence des différents responsables des partis politiques implantés dans la province. Après avoir tenu de diverses rencontres et de longues discussions en présence du président national du RDP, Mohamed Allaouta, du président national de l'ARD, Abdoulaye Mbouloubami, et du gouverneur du CANEM, Hassan Terab, les partis politiques de l'opposition et de la majorité ont trouvé un terrain d'entente par consensus pour la désignation de membres dans les différents démembrements de la CENI. Il s'agit bien évidemment du délégué de la CENI provinciale, Ahmad Mamad Seïd, le délégué de la CENI départementale du CANEM, Abdelkarim Boudoutaïr, le délégué départemental du Sud CANEM, Mohamed Younous Djiber, et le délégué de la CENI départementale du Nord CANEM, Oumar Mamad Kelley. Au total, une liste de 54 personnes pour toute la province du CANEM a été remise à la mission du CNDP par les partis politiques de l'opposition et de la majorité du CANEM. Le chef de la mission, Mamat Allaouta, et le président de l'ARD, Abdoulaye Mbouloubami, ont salué toutes les formations politiques de la place pour leur esprit de compréhension et d'entente durant les discussions qui ayant abouti à des résultats satisfaisants. Restons toujours à Mao dans le CANEM. Amata Omar Warou, vous nous dites également que les membres de la sous-CENI ont prêté serment ce matin en présence du gouverneur. Les prestations de serment suivies de l'installation des bureaux des différentes sous-CENI du CANEM. À peine désignés il y a 5 jours par leurs pairs de la majorité et de l'opposition, les membres des CENI provinciales et départementales sont officiellement renvoyés à leurs nouvelles fonctions par le président du tribunal de première instance, Hissène Ahmad Barkaï. C'était en présence du gouverneur de la province du CANEM, Hassan Terab, membre de la délégation des CENI maires conduite par Adam Momodo Djiber et les différents responsables des partis politiques de l'opposition et de la majorité. Il s'agit pour rappel de Ahmad Mamad Seïd, désigné comme président de la CENI provinciale du CANEM, Abdelkarim Boudoutaïr, nommé président départemental du CANEM, Mamad Younous Djiber, chargé de la CENI départementale du Sud CANEM, et Oumar Mamad Kelley guidera les destinées de la sous-CENI départementale du Nord CANEM. Au total, 54 personnes pour toute la province du CANEM ont prêté serment. Ils sont notamment les militants de la majorité, de l'opposition et de la société civile. Le procureur de la République, Youssouf Daoud Kirdia, rappelle aux récipiendaires que la prestation de serment oblige chaque membre de la CENI à se mettre résolument au travail tout en étant honnête dans ses interventions. Le serment est un acte solennel devant Dieu et devant les hommes qui engage votre responsabilité et mérite d'être observé tout le long de ce processus électoral
Le président du tribunal de grande instance de Mao, Hissène Ahmad Barkaï, exhorte les nouveaux membres des différentes sous-CENI à respecter leur engagement. La vice-présidente du Haut Conseil des collectivités autonomes et des chefferies traditionnelles, Mario Moutouman Adam, a rencontré les autorités administratives de Wadifa et celles du Wadaï. La mission assignée à cette institution a occupé la charpente de la rencontre. Reportage. Au cours de cette réunion, 3 modules ont été développés par le Haut Conseiller, à savoir les rôles des chefs traditionnels, la mission du Haut Conseil des collectivités autonomes et des chefferies traditionnelles et les nouvelles orientations des collectivités autonomes. Après le mot de bienvenue du maire de la commune de Biltine, Habib Addoudou, la vice-présidente du Haut Conseil des collectivités autonomes et des chefferies traditionnelles, Marioma Othman Adam, a souligné que son institution a vu le jour après la tenue du Forum national inclusif organisé du 19 au 23 mars 2018 à N'Djamena. Elle a aussi ajouté que le Haut Conseil des collectivités autonomes œuvre en faveur de la paix, de la stabilité et de la cohabitation pacifique. Notre institution est créée pour œuvrer à la stabilité, à la paix et à la cohabitation pacifique. Elle s'occupe de même pour toutes les questions relatives à la chefferie traditionnelle et aussi le bon fonctionnement des collectivités autonomes et de l'État de la coopération décentralisée. Le gouverneur de la province de Wadifira, Ishaqa Ahmad Arja, a rappelé aux chefs traditionnels que le gouvernement de la 4e République a accordé une place de choix aux autorités traditionnelles. Il a aussi précisé que désormais, ils sont des collaborateurs et non des auxiliaires. Ishaqa Ahmad Arja a également demandé à ces derniers de travailler pour le développement de leurs localités respectives. La même activité est organisée à Béchi, chef-lieu de la province du Wadaï, et c'est le préfet du département d'Owara, Faisal Ibrahim Adam, qui a ouvert les travaux de la rencontre. Les militants du CAP Sud, du RNDT, de Réveil de l'URDT s'est rallié au mouvement patriotique du salut à Koumogo dans la province du Moyen-Chari. La cérémonie de ralliement a lieu au cours d'une rencontre présidée par le secrétaire général provincial du MPS du Moyen-Chari. Le point avec Dieudonné Koutou. Ce sont ces militants de CAP Sud, RNDT Le Réveil et de l'URD unanimement représentés par l'ex-militant de l'URD Cladmadji Marcel qui ont décidé de regagner le MPS et les militants de 53 villages représentés par Yang et Justine qui ont massivement adhéré à cette formation politique. À écouter le représentant des ralliés, ils regrettent le parcours politique dans leur parti d'origine qui ne vise que l'intérêt personnel de leur leader. De leur côté, les nouveaux adhérents estiment que mieux vaut soutenir celui qui a déjà construit le pays que celui qui se prépare à le faire. Après avoir présenté leur doléance revendiquant la construction de la route et des infrastructures scolaires et sanitaires, les ralliés et adhérents ont promis rendre utiles les prochaines législatives et communales pour prouver leur soutien au MPS. Le chef de mission du MPS, Dimas Bainangoginan, et le secrétaire général provincial du MPS du Moyen-Chari, Mamad Boka Ramadan, ont félicité, remercié et encouragé cette maturité politique. Ils demandent aux autres villages du canton à leur emboîter les pas pour le bon du canton Koumogo. Surtout de se faire massivement recenser et voter le MPS au moment venu. Après la cérémonie de Koumogo, la mission s'est rendue à Goro 1 pour féliciter et encourager les militants n'ayant pas pris part à la cérémonie. 45 millions de francs CFA sur le montant alloué par l'Union européenne pour la construction d'un château d'eau à travers l'ONG Cœur International à la population de Gouroumaga, une localité située à 35 km de Biltine. C'est le gouverneur de la province de Wadifira qui a inauguré le château d'eau. Mahmoud Saleno. À la tête d'une délégation composée notamment de ses proches collaborateurs et de la directrice pays de l'ONG Cœur International, le gouverneur de la province de Wadifira, Ishaqa Ahmad Arja, se rendit à Gouroumaka, localité située à 35 km à l'est de Biltine. Présider la cérémonie de remise officielle de cette mini-adduction d'eau est le mobile essentiel de cette descente. C'est une œuvre de l'ONG Cœur International sous le financement de l'Union européenne à travers le projet Revanche.
Au nom des populations de Gourmaka, le chef des cantons, Ahmad Adam Yahya, s'est dit comblé de joie de voir sa population disposer de l'eau potable tout en adressant sa profonde gratitude à l'Union européenne. La directrice pays de cœur international, Gladys Archange, a insisté sur la gestion efficiente de cette infrastructure hydraulique. Elle réitère en outre son engagement à accompagner les personnes démunies. En tant qu'organisation qui veille au bien-être des filles et des femmes, CARE se réjouit que cette mini-adduction en eau potable va réduire la charge de travail de nos mamans, de nos femmes et de nos filles. Inaugurant officiellement l'ouvrage, le gouverneur de la province de Wadi Fira Issakha Ahmad Ardia a rassuré la directrice quant à la gestion rationnelle de ce dernier. Il rejoint sa voix à celle de population de Gourmaka pour remercier infiniment l'Union européenne. Financée à hauteur de 45 millions de nos francs, la mini-adduction d'eau a une capacité de 15 mètres cubes. La Fondation Grand Cœur a offert un château d'eau à la population du village Djurdjura dans le département du Bata-Ouest. Le château d'eau a été inauguré ce matin par le préfet du Bata-Ouest, Mme Fatima Boukar Kossé. C'était en présence du chef de mission de la Fondation Grand Cœur, Mamata Echiprin. La Fondation Grand Cœur continue à accompagner et soutenir les populations démunies. La dotation du village Djurdjura d'un château d'eau à énergie solaire vient résoudre définitivement le problème des manques d'eau potable dans cette partie du Bata-Ouest. Le chef du canton Djurdjura, Hassan Issa Tidjani, dit Gabat, a vanté les mérites de la première dame qui n'a cessé de penser aux personnes démunies. Grâce à la générosité de la FGC et son partenaire l'ONG Drake Aid, les habitants de Djurdjura n'auront désormais aucun problème d'accès à l'eau potable, a ajouté le chef de canton. L'ONG coïtien Drake Aid, par la voix de son représentant Hamid Adam Issa, informe que d'autres villages dans d'autres localités du Bata-Ouest seront également dotés de forages hydrauliques. Et pour assurer une durabilité de cet ouvrage, le point focal de la Fondation Grand Cœur du Bata, Souad Brahim, propose aux bénéficiaires de mettre en place un comité de gestion avec un fonds d'entretien. L'eau, c'est la vie et le bien-être des Tchadiens dépend en grande partie de l'accès facile à l'eau. La première dame en est consciente et œuvre pour atteindre cet objectif, explique le chef de mission de la FGC, Koudou Choukou Tidjani. Au nom de la présidente fondatrice, Madame Hinda Debi Ikno, qui, dans son agenda, dans son programme, de secourir les couches vulnérables, de venir en appui aux populations les plus démunies, les plus reculées, nous a envoyé pour venir avec l'aide de Direct Aid, qui est aussi aujourd'hui le bras droit de la Fondation Grand Cœur, a permis de vous donner aujourd'hui l'eau. Ce château est certes implanté à Djurdjura, mais selon le préfet du département du Bata-Ouest, Fatima Boukar Kossé, il est destiné à desserrer même les habitants des villages voisins. Les mots ont manqué à quelques bénéficiaires interrogés qui ont prié pour que Dieu bénisse la présidente fondatrice de Grand Cœur qui leur a donné de l'eau à boire. À Ati, dans la province du Bata, les ressortissants de cette circonscription réfléchissent sur le mot qui entrave le développement de leur province. La rencontre a lieu à la faveur d'un forum provincial dont les travaux sont ouverts hier à Ati par le gouverneur. Retrouvons une fois de plus Mamata Echiprin. Cette rencontre cruciale pour laquelle les préparatifs sont menés depuis près de 6 ans a enfin pu avoir lieu. Pendant 3 jours, tous les problèmes ainsi que les atouts et opportunités de la province du Bata seront passés au crible. La gouvernance locale, les services sociaux de base, la sécurité alimentaire et l'environnement et gestion durable des ressources naturelles, tous ces thèmes seront présentés par des chercheurs et constitueront des axes de débat. À la cérémonie d'ouverture, le président du comité d'organisation, Ali Ingare, estime que le pari est gagné d'avance. Les membres du comité technique, du comité d'organisation et des sous-commissions pour le travail technique appréciable abattu en un temps record. Les forces vives de la province, les partis politiques de tous bords
et les organisations de la société civile qui se sont mobilisées pour arracher la tenue de ces forums aujourd'hui. De son côté, le gouverneur Aliou Adoum Abdoulaye a d'abord présenté au nom de toute la population du Bata toutes les gratitudes à l'endroit de la coopération suisse qui a financé la tenue de ce forum avant de citer le contexte de l'organisation de ces assises. Cette journée est une plateforme qui doit nous permettre de réfléchir sur les sujets, sur les projets à réaliser en vue de dégager les axes de travail pour améliorer les documents proposés. Prennent part à ce forum les cadres ressortissants de la province du Bata, parmi lesquels des anciens ministres, des députés, des responsables des partis politiques et de la société civile, ainsi que les autorités administratives locales, les autorités traditionnelles et les leaders religieux de la province. Restons toujours dans nos provinces. Afin de contrecarrer les menaces de la secte Boko Haram, le gouverneur de la province du Lac a rencontré les pêcheurs. Deux mesures prises portant interdiction de la pêche dans les zones rouges a été au centre des échanges. Mohamed Bouloumi. Face aux pêcheurs, le gouverneur Adam Nouki Sharfadine a été clair, précis et direct. Pour assurer activement la sécurité des personnes et de leurs biens, pour contrecarrer les attaques répétitives des éléments de Boko Haram, pour soumettre ces sectes diaboliques à une diète noire, pour priver de la nourriture et de vivre, nous allons encore procéder à une nouvelle fermeture de ces activités. Le premier magistrat de la province du Lac, Adam Nouki Sharfadine, a dénoncé la complicité inouïe de certaines personnes avec Boko Haram avant de demander aux pêcheurs de véhiculer toutes les informations suspectes qui peuvent nuire à la paix, l'unité et la cohabitation pacifique. Le président de la République, chef de l'État, a déployé avec célérité et promptitude un nombre extrêmement important de nos forces de défense et de sécurité pour assurer la sécurité des personnes et de leurs biens. Pour mieux coordonner les activités de la pêche dans la province du Lac, une commission de recensement et d'identification des pêcheurs est mise en place. Le gouverneur de la province du Dogon occidental, Dago Yarouba, s'est rendu à Dili pour sensibiliser la population sur la cohabitation pacifique entre les communautés. Ahmad Ali-Senamat. Porteur des messages de paix et d'entente du chef de l'État, Idriss Déby Itno, le gouverneur de la province du Dogon occidental, a dans son message franc et clair mis en garde tous ceux qui tenteront de braver l'autorité de l'État, de perturber la paix et la quiétude sur l'ensemble de sa circonscription administrative. Pour éviter le sempiternel conflit agriculteurs-éleveurs, le gouverneur demande aux agriculteurs d'éviter de faire des champs pièges et de fermer le passage de bétail. Et aux éleveurs, il leur recommande de recruter des bouviers responsables. Le gouverneur a en outre attiré l'attention des uns et des autres que personne n'a le droit de se rendre elle-même justice. Le respect de l'autorité de l'État, celui des us et coutumes et l'amour du prochain n'était pas perdu de vue par le gouverneur. Tous ceux qui iront à l'encontre de la loi vont répondre de leurs actes à la justice. Le gouverneur a en outre recommandé aux autorités traditionnelles, les leaders religieux et tous ceux qui étaient présents à la rencontre de véhiculer le message de paix et du vivre ensemble. Les chefs traditionnels rassurent le gouverneur du Dogon occidental de leur fort soutien dans sa mission. Le ministère de la Production, de l'Irrigation et des Équipements agricoles à travers l'Agence nationale d'appui au développement rural Antenne de Mondou vient de rétrocéder des tracteurs aux organisations paysannes de la province du Dogon occidental. Une manière d'accroître la production agricole. Le point avec Robert Doumiou. La cérémonie de rétrocession de ces matériels agricoles qui s'est déroulée devant les locaux de l'antenne Anader de Mondou a rassemblé diverses personnalités et a été placée sous le haut patronage du gouverneur de la province du Dogon occidental. Ce sont au total 9 groupements de producteurs agricoles ayant rempli les conditions exigées par le ministère de l'Agriculture qui ont bénéficié chacun d'un tracteur. Parmi ces conditions exigées figure le versement de la somme de 1 500 000 francs CFA.
Ce n'est pas tout d'avoir un tracteur, il faut encore l'entretenir et bien le gérer, estime le chef d'antenne ANADER de Mundou, Ndjerasem Beasmda Emmanuel, qui a relevé l'intérêt de la rétrocession de ces tracteurs aux organisations paysannes du Logone occidental. En rétrocédant ces matériels agricoles au groupement bénéficiaire, le gouverneur a souligné l'importance de l'agriculture et de l'élevage dans l'économie nationale avant d'appeler lui aussi à la bonne gestion de ces tracteurs. Il convient de rappeler ici le fondement capital de l'économie nationale de notre pays qui est sans cesse axé sur l'agriculture et l'élevage qu'on qualifie toujours de mamelle de l'économie tchadienne. Très satisfaits de l'acte posé, les producteurs agricoles bénéficiaires de ces machines ont dans une motion adressé le remerciement au gouvernement et à travers lui le président de la République qui, par cette démarche, entend autonomiser les organisations paysannes en vue d'augmenter la production et la productivité agricole dans notre pays. Dans la province du Moyen-Chari, le réseau parlementaire pour le suivi des activités de la relance de la filière coton au Tchad a visité le champ présidentiel du lac Iro. C'était au cours d'une mission conduite par son président Niatobey Le Massingar. Ronel Judith. Ce site de champ présidentiel est à Oyon, village situé à 40 km à l'est de Kiabé. Pour inciter le peuple tchadien à aimer la terre, le président de la République a choisi et décidé de cultiver du coton dans 8 provinces productrices de coton, à savoir le Chari-Bagirmi, le département de Loug-Chari, les Mayo-Kébi Est et Ouest, la Tangilé, les deux Logones, le Mandoul et le Moyen-Chari. Si le village Oyon est choisi dans le lac Iro, c'est parce que ce site, qui est un centre de formation professionnelle créé en 1986 pour encadrer les hommes et les femmes, aussi les amener à aimer la terre, se trouve aujourd'hui dans un état d'abandon. Donc nous sommes venus leur expliquer les objectifs recherchés à travers le champ présidentiel. L'un des objectifs, c'est que c'est à titre pédagogique pour inciter tout le monde à repartir à la terre. Il en a profité pour mettre à la disposition des responsables chargés de suivre l'évolution de ce champ 400 jeunes plants d'anacardier. Joignant l'acte à la parole, le Néatobé Le Nassingar ainsi que le préfet du lac Iro, Adoum Haroun, ont chacun planté un jeune anacardier pour la clôture du champ. Satisfait du travail fait, le président du réseau des parlementaires pour le suivi des activités de la relance de la filière coton au Tchad attire l'attention des éleveurs qui laissent divaguer leurs troupeaux de les écarter des champs pour éviter les conflits et cohabiter pacifiquement, surtout pendant cette saison pluvieuse. Les préfets du département de Dababa, du lac Iro et d'Aboudeya ont été installés dans leurs fonctions par les gouverneurs de leurs provinces respectives. La mouture de ces 3 cérémonies d'installation avec Mama Suleiman. Le nouveau préfet du département de Dababa, Getissale Sougou, a pris officiellement ses fonctions et remplace à ses postes Dirunoki Abdoulaye. Le préfet sortant, Dirunoki Abdoulaye, a saisi l'occasion pour dresser son bilan. Officiant à la cérémonie, le gouverneur de la province de Hadjal Lamis a insisté sur l'autorité de l'État. Je vous installe à votre poste en remplacement de M. Diro Noki Abdoulaye, appelé à d'autres fonctions, et vous renvoie à l'exercice de vos fonctions. Le nouveau préfet Getissale Sougou a quant à lui remercié les plus hautes autorités du pays pour avoir placé le choix sur sa modeste personne. Après l'installation, le gouverneur Ali Haroun a rencontré les chefs traditionnels et les chefs de service de Dababa pour échanger avec eux sur des sujets liés à la protection de l'environnement, aux problèmes fonciers et au trafic des enfants. Même son de cloche dans le département de Lac-Léré, dans la province du Mayo-Kébi-Ouest. Ici, c'est le gouverneur de la dite province, Adoum Fortey Amadou, qui a procédé à l'installation du préfet entrant Abdraman Saleh Moussa, qui relève à ce poste Ali Ahmad Toli. Monsieur Abdraman, en vertu des pouvoirs qui me sont conférés, je vous installe officiellement préfet du département du Lac-Léré et vous renvoie à l'exercice de votre mission. Même ambiance et autre décor dans le département d'Aboudeya, dans la province d'Issalamad. Dans cette localité, le nouveau préfet Ali Youssouf a été officiellement installé par le gouverneur de cette province,
Weding Assi Assoué. La République, c'est le bien commun. Je voudrais vous faire comprendre que le préfet est parmi vous, pour vous servir et non le contraire ou se servir. C'est un Tchadien qui a une mission de coordonner des actions de l'État dans votre département. Dans ce département, le préfet entrant Ali Youssouf s'engage à collaborer avec les uns et les autres pour mener à bien la mission qui lui a été assignée. Une mission du ministère de la Santé publique conduite par Peka Malay a séjourné à Marou dans la province du Moyen-Chéri. La mission a procédé au lancement de la campagne de sensibilisation pour l'élimination de la trypanosomiase appelée maladie de sommeil. Mompo Beadunga. L'objectif de cette mission est de faire un état de lieu sur le statut épidémiologique de la trypanosomiase humaine africaine dans les camps de réfugiés de Maro, afin de contribuer à l'assainissement du réservoir humain du parasite dans cette zone de transmission. Le représentant du médecin-chef de district de Maro, Muntajum Sutigal Stéphane, a signifié que la maladie du sommeil présente plusieurs dangers qui quelquefois contribuent même à la mort. Il a exhorté à cette occasion tout un chacun à se faire dépister afin que cette maladie soit éliminée. Peka Malay, entomologiste chef de mission, a notifié que la trypanosomiase humaine africaine, appelée communément maladie du sommeil, est une maladie endémique dans 36 pays en Afrique subsaharienne et notamment au Tchad et en ex-CA. Le préfet du département de la Grande Sido, Mamad Saleh Chérif, se dit très fier de cette mission et demande à la population de la Grande Sido et des réfugiés du camp de Bellom à sortir massivement pour connaître la situation de leur santé. Retour sur la journée mondiale de réfugiés. Cette journée a été également célébrée à Bagasola dans le lac. C'est le préfet du département de Kaya qui a présidé la cérémonie. Le point avec Soukassia Prosper. C'est à l'initiative du Haut Commissariat des Nations Unies pour les réfugiés que la journée mondiale de l'environnement est célébrée au camp des réfugiés de Kariari, une localité située à 50 km de la ville d'Amdjaras, dans la province de l'Enedi-Est. L'édition 2019 placée sous le thème « La pollution de l'air a drainé des populations constituées de diverses couches de la société ». Occasion pour le représentant du Haut Commissariat des Nations Unies pour les réfugiés d'Amdjaras et le chef du bureau de l'ADS de situer que le thème retenu pour la commémoration de la Journée mondiale de l'environnement édition 2019 cadre avec les réalités du pays. À cet effet, ils invitent les réfugiés à une prise de conscience pour un changement de comportement. Se réjouissant de cette initiative, le président des réfugiés du camp de Kariari présente ses gratitudes au HCR et l'ADS pour des actions salvatrices qu'il ne cesse de mener à leur égard. C'était plutôt la journée mondiale de réfugiés qui était célébrée à Kariari dans l'Enedi-Est, retenue par le HCR et l'ADS. Un reportage signé Varelaj. Et puis le président de la commission permanente chargée de l'organisation du pèlerinage l'église de Konyadiga a rencontré ce matin les différents responsables des agences de voyage agréées au Tchad. La situation de nombre exact de futurs pèlerins au centre de la rencontre. Kamsaloum Mamad Moussa. La rencontre du jeudi 27 juin 2019 a permis à la commission permanente chargée de l'organisation du pèlerinage et les différents responsables des agences de voyage agréées au Tchad de faire le point sur le nombre exact des futurs pèlerins. Plus de 700 passeports ont été enregistrés par la commission du Hajj. Le président de la commission permanente chargée de l'organisation du pèlerinage salue le courage et l'abnégation des responsables des agences. Cette rencontre fait suite à une autre réunion que le vice-président et tout le staff avaient convoqué il y a 2 jours parce que, comme vous le savez, on avait clôturé définitivement le Hajj le 25 juin. Et il s'est avéré qu'à la clôture, au lieu de 5000 pèlerins, on se retrouve avec 793 pèlerins plus 200, ça fait 993 pèlerins de plus que ce qui est prévu. Alors c'est essayer effectivement au cours de cette réunion, voir avec les agences de voyage
Un, d'abord la véracité de la présence de ces 993 pèlerins supplémentaires, et aussi voir avec eux le voies et moyens pour essayer de trouver rapidement des solutions de manière à ce que, au bout du compte, aucun pèlerin ne puisse échouer à cette noble mission. Alors d'où, effectivement, dans les discussions, on est en train de voir ensemble, d'abord, nous, au niveau du comité, on veut savoir si réellement il y a eu les 993 pèlerins, et ça nous permettrait, nous, maintenant, de pouvoir reprendre les choses en main et de voir avec nos partenaires pour essayer de trouver des solutions le plus rapidement possible. Parce qu'en réalité, si vous voulez, ce n'est pas le moment. Parce que nous sommes vraiment à la fin. Nous sommes à moins d'un mois du pèlerinage et se trouver avec 1000 personnes supplémentaires comme ça, c'est un peu une tâche très difficile, certes, mais on essaiera, Inch'Allah, grâce à Dieu, de trouver la solution. Cette rencontre est l'aboutissement de plusieurs séances de travail entre les membres de la commission du Hajj et les différents responsables des agences de voyage agréées au Tchad. En sport, le Nigeria et l'Égypte se sont qualifiés pour les 8e de finale de la CAN 2019. Dans le même groupe A, l'Ouganda et la Zambie se sont neutralisés. Cette finale de la Ligue nationale de football qui a mis aux prises les clubs tout-puissants Elek Sport, Association sportive Coton-Tchad, Société Nouvelle, a drainé un public aussi important. Déterminés à conserver leur titre, les électriciens se jettent très vite dans la bataille et marquent le premier but 45 secondes juste après le coup d'envoi par Diminan Léger. Après ce but, les jaunes noirs baissent de régime. Les cotonculteurs refont surface et prennent le contrôle du match. Mais contre le cours du jeu, les électriciens qui procèdent par des contres doublent la mise par l'intermédiaire de Hassana Brahim. 2-0 en faveur de l'Elek Sport. C'est aussi le score à la mi-temps. À la reprise, le coach de AS Coton Tchad remanie le milieu et la ligne d'attaque. Un réglage qui change la physionomie du match en faveur des verts et blancs qui seront surpris 5 minutes après la reprise. Le troisième but est signé Nodiram Girard suite à une balle mal repoussée par le gardien de but Mama Tahir, bousculé dans sa sortie par son coéquipier. L'entrée d'Abdelaziz Adoum à 5 minutes de la fin du temps réglementaire va alourdir la peine des sociétaires de la Coton Tchad Société Nouvelle. Ceux-ci vont encaisser un quatrième but suite à un geste collectif conclu par ce dernier. Elek Sport 4, AS Coton Tchad 0. L'équipe qui vient de remporter, logiquement, elle a la meilleure, mais l'équipe d'Ascot n'a pas démérité. Nous avons mis en place une équipe technique qui a suivi du début jusqu'à la fin, à répertorier quels sont les meilleurs qu'on peut compter pour constituer l'équipe Sao-type. Avec cette victoire, tout puissant Elek Sport représentera le Tchad en Champions League de la CAF. Quant à AS Coton Tchad, elle jouera en Coupe de la Confédération. Vous l'avez rectifié de vous-même, c'était plutôt Elek Sport qui est champion de la Ligue nationale de football du Tchad. Les électriciens ont remporté la finale qui leur a mis aux prises à l'association sportive de la Coton Tchad par 4-0. Un reportage signé Kadnouba Théophile. Et je le disais, le Nigeria et l'Égypte sont qualifiés pour les 8e de finale de la CAN 2019. L'Ouganda et la Zambie se sont neutralisés. Kadnouba Théophile. Les deux premières nations qualifiées pour les 8e de finale de la CAN Égypte 2019 sont connues depuis hier mercredi 26 juin. Il s'agit du Nigeria dans le groupe 2 et de l'Égypte dans le groupe 1. Les Super Eagles du Nigeria qui ont croisé les Sili de la Guinée-Conakry ont peiné face aux coéquipiers de Naby Keïta. D'ailleurs, ce sont les Guinéens qui se sont créés la plupart des actions dangereuses en première mi-temps. Les Nigérians ont trouvé la faille suite à un corner tiré de la gauche vers la droite, repris de la tête par Kenneth Omeruo à la 73e minute. Dans le groupe A, les crânes de l'Ouganda et les Warriors du Zimbabwe se sont neutralisés un but partout. Ce sont les crânes de l'Ouganda qui marquent le premier but de la partie par l'entremise de Emmanuel Okui 12 minutes après le coup d'envoi. Les Warriors du Zimbabwe vont égaliser par l'intermédiaire de Kamat Biliat, le virevoltant attaquant, 5 minutes avant la mi-temps. Le premier bras de fer dans cette CAN 2019 a mis aux prises les Léopards de la République démocratique du Congo au Pharaon d'Égypte. Les Léopards entament
le match en puissance et assiègent le camp des Pharaons dans le premier quart d'heure. Les Égyptiens qui jouent posés pour mieux observer leurs adversaires vont retrouver leur marque après 20 minutes de jeu. Les Pharaons trouvent le cadre à la 25e minute par Ahmed El Mohammadi. 18 minutes plus tard, Mohamed Salah, d'un coup de pied génial, double la mise en marquant son premier but de la compétition. 2 buts qui qualifient les Pharaons en 8e de finale et compliquent davantage la situation au plein de Florent Ibenge qui se retrouve dernier de ce groupe A avec 0 points et goal différence -4. Et puis la lecture de quelques communiqués décrits avant de clore cette édition. Les membres du bureau politique national BPN du mouvement patriotique du salut de la province du Mayo-Kivu-Ouest invitent les membres du Conseil national du salut, des comités directeurs, les militantes et militants ainsi que les sympathisantes du MPS ressortissants de la dite province à une réunion très importante qui aura lieu samedi 29 juin au siège national du parti. Pour les BPN du Mayo-Kivu-Ouest, maître Jean-Bernard Adari. Le président du comité ad hoc chargé de la désignation de membres de la Commission nationale des droits de l'homme, CNDH, porte à la connaissance des organisations de défense des droits de l'homme, des organisations féminines de défense et promotion des droits de la femme, des personnes handicapées, des organisations syndicales de travailleurs, des organisations professionnelles de médias, du corps professoral, de facultés des droits des universités publiques, du barreau du Tchad et syndicats de magistrats que les listes des candidatures retenues pour les élections sont affichées au ministère de la Justice chargé des droits de l'homme. Et puis acte numéro 0814 portant nomination à un poste de responsabilité à la Société nationale d'exploitation hôtelière. Le président de la République, chef de l'État, chef du gouvernement, sur proposition du ministre du Développement touristique, de la culture, de l'artisanat, décrète. Article 1er. Monsieur Mahmoud Younous est nommé directeur général de la Société nationale d'exploitation hôtelière. Article 2. Le ministre du Développement touristique et le ministre des Finances sont chargés chacun en ce qui le concerne de l'application du présent décret qui prend effet pour compter de la date de sa signature sera enregistré et publié au journal officiel de la République. N'Djamena, 27 juin 2019 à Idriss Déby Itno. Acte numéro 0875 portant nomination à des postes de responsabilité au cabinet du ministre de l'Enseignement supérieur, de la Recherche et de l'Innovation. Le président de la République, chef de l'État, chef du gouvernement, président du Conseil de ministres, sur proposition du ministre de l'Enseignement supérieur, décrète. Article 1er. Les personnalités dont le nom suit sont nommées au poste de responsabilité ci-après au cabinet du ministre de l'Enseignement. Direction du cabinet. Directrice Madame Nelly Noteita Banlonga en remplacement de Madame Hinda Metchérif, appelée à d'autres fonctions. Conseiller chargé du bilinguisme, Dr Nouren Suleiman Nouren, maintenu. Conseiller chargé de la santé, Dr Ivoulsou Doufangfang, maintenu. Conseiller juridique, Oben Dieu donné nouveau poste. Article 2. Le ministre de l'Enseignement supérieur, de la Recherche et le ministre des Finances et du Budget sont chargés chacun en ce qui les concerne de l'application du présent décret qui prend effet pour compter de la date de sa signature sera enregistré au journal officiel de la République. N'Djamena, 27 juin 2019, Idriss Déby Itno. Acte numéro 0876 portant nomination à des postes de responsabilité au ministère de l'Enseignement supérieur. Le président de la République, chef de l'État, chef du gouvernement, président du Conseil des ministres, sur proposition du ministre de l'Enseignement supérieur, décrète. Article 1er. Les personnalités dont les noms suivent sont nommées au poste de responsabilité ci-après au ministère de l'Enseignement supérieur. Office national des examens et concours du supérieur, directeur général, professeur Bakari Abo, en remplacement du professeur Mbaïlaoum Mbaïguinam, appelé à d'autres fonctions. Directeur général adjoint, Dr Achaïr Langaba Abdelaziz, maintenu. Directeur des équivalences des diplômes des archives et de la statistique, M. Oumar Djime Moussa, poste vacant. Directrice des affaires administratives, des ressources humaines et du matériel, Dr Roukaya Abdurrahman Oumar Al-Mahi, en remplacement de M. Mohamed Hassan, appelé à d'autres fonctions. Centre national des œuvres universitaires, directeur général, M. Hissène Mahamay Hamis, en remplacement de M. Oumar Djime Moussa, appelé à d'autres fonctions. Directeur général adjoint, M. Beninga Diodoro
maintenu. Directeur des études de la planification et de l'orientation des bourses, M. Mohamed Moussa Hassan Teisso, en remplacement de Mme Mariam Ourdé, appelé à d'autres fonctions. Directeur de ressources humaines, M. Abdul Karim Issadoum, en remplacement de M. Mohamed Oumar Bahar, appelé à d'autres fonctions. Directrice des œuvres universitaires, Mme Mbaïnaye Didier Madi Koningar, en remplacement de M. Nassour Hassan Djamous, appelé à d'autres fonctions. Article 2. Le ministre de l'Enseignement supérieur et le ministre des Finances sont chargés chacun en ce qui les concerne de l'application du présent décret qui abroge toute disposition antérieure contraire, point effet pour compter de la date de sa signature, sera enregistré et publié au journal officiel de la République. N'Djamena, 27 juin 2019, Idriss Déby Itno. Acte 08-117 portant rappel de l'ambassadeur extraordinaire et plénipotentiaire de la République du Tchad auprès de la République du Soudan, Khartoum. Le président de la République, chef de l'État, chef du gouvernement, président du Conseil des ministres, sur proposition du ministre des Affaires étrangères, décrète article 1er, M. Saleh Hamid Eguera, ambassadeur extraordinaire et plénipotentiaire de la République du Tchad en République du Soudan, est rappelé article 2. L'intéressé bénéficiera de tous les droits prévus par le décret numéro 570 du 23 avril 2012, subvisé article 3. Le ministre des Affaires étrangères et le ministre des Finances sont chargés, chacun en ce qui les concerne, de l'application du présent décret qui prend effet pour compter la date de sa signature, sera enregistrée et publiée au journal officiel de la République. N'Djamena, 27 juin 2019, Idriss Déby Itno, acte numéro 08-76 portant nomination d'un ambassadeur extraordinaire et plénipotentiaire de la République du Tchad auprès de la République du Soudan. Le président de la République, chef de l'État, chef du gouvernement, président du Conseil des ministres, sur proposition du ministre des Affaires étrangères, 2.4, article 1er, M. Abdul Karim Koiboro Ouni est nommé ambassadeur extraordinaire et plénipotentiaire de la République du Tchad auprès de la République du Soudan avec résidence à Khartoum en remplacement de M. Saleh Hamid Eguera. Rappelé, article 2, l'intéressé bénéficiera de tous les droits prévus par le décret numéro 570 du 23 avril 2012 subvisé. Article 3, le ministre des Affaires étrangères et le ministre des Finances sont chargés chacun en ce qui les concerne de l'application du présent décret qui prend effet pour compter de la date de sa signature, sera enregistré et publié au journal officiel de la République. N'Djamena, 27 juin 2019, Idriss Déby Itno. Et sur ce, se referme cette édition. Merci à vous. Très belle soirée à toutes et à tous. Bonsoir et à très bientôt, Inch'Allah.